Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, on fait un podcast sur la sexo. C'est le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit comme nom ? Franchement, je suis fan. J'adore. Cette intimité soudaine me convient très bien. Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. La sexualité, le sexe. On en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies, cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand je dis nous, c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement. Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane, une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium. Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous, celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie. Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière. Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément. Vous ne vous intéressez pas au sexe ? En toute simplicité. Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Avec Margot, nous avons lancé un concept de surprise des chefs lors de notre bilan de saison 1. L'une doit choisir un sujet que l'autre doit traiter seule en un épisode. Celui que vous allez écouter aujourd'hui, c'est le mien et il est tout à fait spécial. Il m'a demandé de longues semaines de réflexion, de lecture, d'appels, de débats, d'interviews d'autres sexos, de questionnements et surtout de remise en question. J'ai vraiment adoré et j'espère que vous adorez aussi. Alors voilà, le sujet imposé par Margot dans la surprise des chefs, c'est « Que faire de ma posture professionnelle en tant que féministe dans ma vie personnelle ?» Sujet clair, mais pas sujet simple. Elle ne l'a pas choisi par hasard parce qu'elle sait que c'est vraiment un sujet de dingue pour moi. Alors, il faut savoir que là, on est dans un contexte, on est juste avant les législatives et on est juste après les européennes. Donc, évidemment que l'actualité a teinté l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je le dis pour que vous le preniez en compte, sachant que je ne sais pas quand vous écouterez cet épisode, peut-être dans 5 ans. Donc, coucou les gens du futur. Mais sinon, voilà, je reprends. Donc, le sociologue Willy Pelletier, il a fait une interview à propos des électeurs et des électrices du Rassemblement national, des dernières européennes. Et dans cette interview, il explique que pour comprendre l'altérité, la différence, il faut nous quitter nous-mêmes. Je fais partie des personnes qui pensent que le mépris des avis divergents n'a aucune chance non seulement de convertir qui que ce soit, d'ouvrir un débat constructif ou simplement d'apporter de la nuance et de l'empathie dans les échanges. Vraiment, cette phrase « il faut nous quitter nous-mêmes », ça a résonné très fort en moi. D'ailleurs, en ce qui concerne mes convictions politiques, mais aussi ma posture thérapeutique ou ma vie personnelle. Enfin, je trouve que, voilà, aujourd'hui, malheureusement, avec les algorithmes, on est à 100% dans notre propre jus. On se confronte de moins en moins à l'altérité, à la différence. On traîne de plus en plus avec des personnes qui nous ressemblent. En tout cas, je dis « on ». J'ai pas de chiffres là-dessus, mais je parle pour moi et j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est partagé aussi par d'autres personnes. Je trouve qu'il y a un aspect très entre soi et qui fait que lorsqu'on n'est pas d'accord, on le prend comme une attaque. Et c'est dommage parce que les débats, même les plus endiablés, où on se tape dans le dos à la fin, pour moi, c'est aussi ça qui fait que la démocratie est possible. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc d'un côté, Willy Pelletier, il faut nous quitter nous-mêmes, même si le pauvre, il parlait pas de sexo, mais je l'ai pris pour ça. D'un autre côté, l'excellent podcast à soi
de Charlotte Bien-Aimée met en lumière le fait qu'en tant que thérapeute féministe, en tant que personne qui consulte, également un ou une thérapeute, la thérapie est un acte militant, un profond engagement. Et lors d'un échange téléphonique sur le sujet, le sexologue Tristan Villemer m'exprimait cette difficulté de se quitter soi-même, car pour lui, c'est l'identité du ou de la thérapeute qui donne aussi de la valeur à son accompagnement. Alors finalement, est-ce que sortir de soi, ça nous rendrait moins humains? Est-ce qu'on ne deviendrait pas un peu des IA? Bon, sans aller aussi loin, voilà, on a un petit peu ces deux positionnements qui, moi, me questionnent. Que faire de ces deux avis? Sortir de soi ou être soi avec son engagement sous le bras? Comment on se positionne? Comment je me positionne? Parce que c'est un épisode qui est très personnel, hein. Là, c'est une question qui est vraiment pour moi. Est-ce que je dois dire clairement que je suis féministe? L'afficher par avance en tant que sexothérapeute féministe? Est-ce que je l'omets? Est-ce que je l'évite? Qu'est-ce que je fais de ces convictions? Comment éviter que ces convictions n'entravent le cheminement thérapeutique? Parce que c'est possible aussi, évidemment. En tout cas, à mon sens. Qu'est-ce que je fais, en fait, de ces convictions lorsque, en face de moi, j'ai une personne qui ne se reconnaît pas dans ses valeurs? Comment je réagis? Comment je m'adapte? Voilà, autant de questions qui m'ont taraudée et ont trouvé, quand même, je dois dire, pas mal de réponses dans cet épisode et j'espère que ce sera votre cas aussi. Pour commencer, pour mettre un peu de contexte, si vous ne me connaissez pas, je vous explique un petit peu une petite partie de ma philosophie et notamment le profil des personnes que j'ai en consultation qui en découlent. Je prône et je veux me battre pour une sexologie accessible, une sexothérapie accessible, bien que je suis consciente des biais économiques, sociaux, culturels. On ne va pas se mentir, hein, pour payer des consultes à 70 € non remboursés, il ne faut pas être de celles et ceux qui peinent à finir les mois. C'est aussi pour ça que je propose des sessions moins chères pour les étudiants, les gens qui n'ont pas d'emploi ou juste des gens qui en ont besoin, même ponctuellement. Même si évidemment, ça reste quand même un vrai investissement pour les personnes. Par ailleurs, en mon fort intérieur, une des ambitions de ce podcast, c'est de faire connaître notre métier, de le légitimer, de l'encadrer et un jour de pouvoir le reconnaître comme faisant partie du bien-être, de la santé et de le rembourser au moins une partie, s'il vous plaît, même si je dois l'avouer, on en est encore bien loin. Alors, je sais que certaines mutuelles commencent à le faire, que l'accès à certains ou certaines praticiennes en hôpital, Cégide ou planning peut être gratuit, et ça, c'est génial, mais il faut qu'on aille plus loin dans la prise en charge de la santé sexuelle, plus loin dans la décentralisation, et là, je parle en règle générale, et aussi dans l'accès à ces métiers. Alors, il y a encore peu de sexologues en France, il y a encore peu de sexologues qui peuvent en vivre, et il y a encore peu de sexologues qui sont bien formés, même si ça avance. Tout ça reste aussi très centralisé en Île-de-France, notamment à Paris, ainsi que dans les grandes villes. Et là, peut-être que vous vous dites que je dévie du sujet ou que vous êtes trompé d'épisode, mais non. Restez, vous allez voir, je sais où je vais. Et je sais aussi où je veux vous emmener. Tout ça pour dire que les personnes qui me consultent sont majoritairement, mais pas exclusivement, des femmes cis-hétéros. Mes sujets de prédilection, ce sont le désir, notamment l'écart de désir dans le couple, ainsi que les douleurs. Je consulte majoritairement en visio, et notamment pour une question d'accessibilité. Je travaille beaucoup avec la plateforme qui s'appelle mia.co, d'ailleurs qui est géniale, que je vous recommande, hein, où on peut accéder à des sexologues de qualité, et par spécialité, de par aussi le fait qu'on consulte en visio sur cette plateforme, et que je n'habite plus à Paris également, Bretagne forever d'ailleurs, et que Mia est une plateforme généraliste qui investit notamment dans des Google Ads par exemple, sur des sujets précis comme celui des douleurs. Ça fait que la majorité des personnes qui arrivent, en tout cas par Mia, ne font pas partie du fameux microcosme Instagram, je dirais, des gens qui suivent des comptes sexo-pédagogiques connus, des comptes féministes, des comptes progressistes. En fait, ils font pas forcément partie de cette grande mouvance du bien-être et d'une forme d'entre-soi qui est très urbain. C'est des personnes qui viennent parce qu'elles ont tapé sur Google « j'ai mal,
à la vulve lorsque j'ai un rapport. Paf, elle tombe sur Mia, elle tombe sur moi. Idem, je n'ai plus envie, il y a un problème, paf, peuvent tomber aussi sur Mia et sur moi. Et ce qui fait que j'ai la chance d'accompagner des femmes de partout en France, en expatriation, citadine, rurale, et c'est pour ça que je fais ce métier. Parce que lorsqu'on habite dans une grande ville et qu'on s'adresse également, c'est pas parce qu'on habite dans une grande ville qu'on s'adresse forcément à une certaine classe sociale, mais là je parle dans le cas où il y a les deux, on est quand même dans une forme d'entre-soi, dans le mode de vie, mais aussi dans l'idéologie. On le voit très bien, je pense que tout le monde a vu la carte de France publiée par Le Monde, même si elle a été revue, il me semble, je sais plus par quel média, où c'est un petit peu moins pire, mais par Le Monde, suite aux élections européennes, il y a vraiment une énorme différence dans l'idéologie, dans les idées, entre les grandes villes, et notamment Paris, et le reste de la France. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que de nombreuses idées progressistes seraient majoritairement urbaines ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le féminisme, au sens militant et assumé du terme, est en grande partie un mouvement urbain ? En tout cas, on peut en émettre l'hypothèse. Et c'est pour ça que cette question, pour moi, est si complexe. Parce que, personnellement, bon, maintenant, c'est plus un secret pour personne, je suis profondément féministe, engagée, militante, et j'estime par ailleurs que mon métier est politique. Parce que, comme le développe si bien Camille Froide-Vaumétry dans Le corps des femmes, l'intime est politique. Nous sommes en train de vivre et de participer à une vague féministe de l'intime, celle qui découvre enfin le corps des femmes, qui sait ce qu'est le clitoris, qui prend en main son plaisir, qui veut de l'égalité entre les sexes, pas uniquement dans les salaires, mais aussi sous les draps. Enfin bon, retenez Le corps des femmes, petit livre mais passionnant, je vous le conseille. Enfin bref, revenons à nos moutons. Seulement, à Paris et dans d'autres grandes villes évidemment, de nombreuses femmes savent ce qu'est un clitoris, à quoi il ressemble en entier, parce qu'il s'affiche. Il y a carrément eu un clitoris méga géant, magnifique, là, au Trocadéro. Il y a des affiches de clitoris partout, il y a des tags par terre, etc. Et évidemment, à Paris, tout va plus vite. Et il y a un décalage, en fait, avec le reste de la France, parce que toutes les semaines, moi, je reçois des femmes, quel que soit leur âge, qui s'étonnent de ce grand organe, de sa forme, de sa taille, de son fonctionnement. Et d'ailleurs, sans doute vous qui écoutez ce podcast sur la sexualité, vous en connaissez pas mal sur le sujet. Mais c'est loin d'être le cas de tout le monde, même pour ce qui semblerait être la base. Tout ça pour dire que, professionnellement, afficher de but en blanc que je suis féministe à des personnes qui ne connaissent pas bien cet engagement, à des personnes qui ne saisissent pas le lien entre féminisme et leur vulve qui leur fait mal, entre féminisme et leur mari qui leur demande « c'est quand la prochaine fois qu'on va bien pouvoir baiser ?» ou entre féminisme et ce plaisir qui ne se fraye pas de chemin au milieu de tous ces blocages. Afficher cette étiquette, je pense, non seulement ne ferait pas de sens pour elles, pour moi, et ça risquerait même bien de les décourager. Honnêtement, soyons lucides, il y a certaines personnes qui associent, voire même qui restreignent, le mot féminisme non pas à une lutte pour une société plus égalitaire, mais à des seins nus sur la voie publique ou dans les églises, à la gauche uniquement, ou encore à des emmerdeuses ou à des hystériques. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir quand on se penche sur le traitement médiatique général de l'engagement féministe ? Bon, ça c'est encore une autre question. Mais certaines personnes, ne nous en déplaise, ne vous en déplaise, estiment que l'homme a des besoins, que la femme doit y répondre et inversement, que si on a mal, on serre les dents, que pour jouir, il faut crier, qu'une main aux fesses, c'est pas si grave, qu'on ne devrait pas parler de sexe à l'école, etc., etc. Et alors, lorsque ces femmes arrivent en consultation, qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit non ? On leur dit qu'elles pensent mal ? On est choqué ? On s'agace ? On fragilise l'alliance thérapeutique ? On risque de biaiser sa position ? Lorsqu'on se rend en consultation, est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître le ou la thérapeute qu'on a en face de soi ? Ce qu'il ou elle pense, son avis, ce qu'il ou elle vote, ce qui l'anime. Je suis vraiment tiraillée entre le fait que si on connaît tout ça et que l'on pense différemment, on risque de s'éloigner de la thérapie. On risque aussi de manquer
d'authenticité face à une personne à qui l'on voudrait peut-être prouver certaines choses, par peur d'être jugé, ou encore d'entrer dans une dynamique verticale de sachante et d'apprenante. D'un autre côté, la neutralité, mais impossible, parce que la neutralité ne permet pas, je trouve, la connexion. C'est-à-dire que je préfère l'empathie à la neutralité, que j'estime réciproque, et j'ai du mal un peu à faire coïncider les deux. Pour aller plus loin dans cette réflexion, je propose qu'on en revienne aux bases. Qu'est-ce que le féminisme ? Qu'est-ce qu'une thérapie féministe ? Pour Camille Bataillon, sexologue clinicienne, hôte du podcast brillant Camille par sexe, Camille parle sexe, ça vaut le coup de s'y arrêter pour bien le dire, et amie qui m'est chère, la posture féministe est basée sur la notion d'égalité des sexes et de respect. Je prête vraiment attention à l'organisation dans le couple et dans les familles, de m'assurer que ce soit juste pour les deux personnes du membre du couple, et si ça ne l'est pas, de pouvoir discuter et de pouvoir aussi légitimer le fait que quand il y a une charge en plus sur les épaules de quelqu'un et que cette personne est en souffrance, de dire que c'est pas normal et qu'il y a des choses qui doivent être mises en place. Donc ça, c'est vraiment important. Cette notion de consentement, évidemment, et qui est important dans les relations intimes, sexuelles, relationnelles. Pour Claire Alquier et Lucie Groussin, qui sont sexothérapeutes féministes affichées, elles sont également fondatrices du collectif de thérapeutes féministes Les Alliés. Le féministe va plus loin de par son intersectionnalité. Être thérapeute féministe, c'est d'avoir un engagement féministe dans une pratique clinique et dans une pratique intersectionnelle. Moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler sur ces formes d'oppression que sont le racisme, le sexisme, la transphobie, l'homophobie, le validisme, le classisme, l'agisme, etc. Oppressions qui s'articulent et se renforcent mutuellement. Donc, pour moi, être une thérapeute féministe, c'est considérer que le féminisme intersectionnel permet de mettre en lumière le fait que ces luttes-là, lutter contre ces discriminations, sont indissociables et qu'il s'agit du coup de se positionner afin de lutter contre tout ça. Selon elle, on parle d'une approche féministe, d'une approche dite située. Donc je commence par expliquer toujours aux personnes que je suis qu'est-ce qu'être une thérapeute féministe. Et pour moi, être une thérapeute féministe, c'est avoir un engagement féministe dans une pratique clinique et dans une pratique intersectionnelle. Deuxièmement, c'est pratiquer une thérapie dite située, c'est-à-dire veiller à garantir un espace dans lequel on s'attache à ne pas reproduire les oppressions systémiques qui existent dans le champ social, le racisme, le patriarcat, le validisme, le classisme, l'agisme, la transphobie, la lesbophobie, l'homophobie. En effet, on essaie de les prendre en compte et de les exclure de nos pratiques. Être une thérapeute féministe située, c'est avoir conscience de ces discriminations, c'est en connaître les effets et les conséquences du mieux possible, en tout cas, savoir que ça existe, pouvoir les prendre en compte et chercher aussi à les exclure de ses propres pratiques. J'ai également souhaité interviewer un homme sur le sujet. Alors, finalement, j'en ai interviewé 2, mais j'ai pas eu l'occasion d'avoir les bandes-sons de Tristan. Moi, ça, c'est ma faute. Et coucou Tristan, si tu nous écoutes. Mais j'ai eu aussi l'occasion de pouvoir échanger avec Pierre Dubol, psychologue, sexologue, créateur du compte Psychosexo et avec qui j'ai la chance de travailler en supervision. C'est lui qui me supervise. Lui ne se considère pas tout à fait comme féministe, au même titre que Lucie et Claire, mais plutôt en tant qu'allié. Alors déjà, sur le terme féministe, j'aurais du mal à l'auto-proclamer, parce que en général, je pense que c'est le genre de choses en fait qui devrait être plutôt perçu par l'extérieur, validé par l'extérieur, et pas forcément quelque chose qu'on affiche soi-même. Voilà, c'est un peu comme dire je suis généreux ou des choses comme ça. Enfin, moi, je le vois comme une qualité, donc j'aurais du mal à me l'approprier. Par contre, ce qui me semblerait plus adapté souvent, c'est qu'étant donné que je suis un homme, ça serait plutôt de verbaliser la notion d'allié du féminisme. Lorsque je lui ai demandé ce qu'impliquait la thérapie dite féministe pour lui dans sa pratique, voilà tout simplement ce qu'il me répond.
Pour moi, ça c'est vraiment une croyance qui m'est vraiment, vraiment propre, c'est que un ou une bonne psychologue est obligatoirement féministe. C'est-à-dire que si un ou une psychologue commence à me dire oui, non, pas de place à la politique dans les échanges, non, c'est pas notre rôle, ça correspond à notre opinion ensuite, en fait, moi je considère pas que le féminisme ou le fait de dénoncer le patriarcat soit une question d'avis ou d'opinion. Aujourd'hui, il y a des choses factuelles, c'est qu'on voit qu'on meurt d'être une femme en France, on meurt d'être une personne LGBT, on meurt d'être un enfant aussi en France. Donc reconnaître ces faits-là, reconnaître ces chiffres-là, c'est aussi reconnaître aussi leur importance dans le suivi des personnes, dans ce que ça vient aussi majorer dans certains troubles. Donc voilà, je suis assez tranché là-dessus, c'est-à-dire que ça doit transpirer dans la pratique, tout simplement parce que de la même façon qu'on prend en compte que les personnes ont besoin de boire, de manger, de respirer, besoin d'avoir des relations saines autour d'elles et eux, et on doit aussi reconnaître qu'il y a des systémies de discrimination qui sont en place, que ça soit en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion, en fonction du genre. Donc voilà, ne pas intégrer ça dans sa pratique, c'est oublier un pan immense de la réalité du terrain. Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que le féminisme n'est pas un point de vue, ni une opinion, mais une réalité? En ce qui me concerne, je pense que ce scénario, ce serait vraiment le meilleur des mondes. Mais lorsque fin 2023, une étude révèle que 40% des Français et Françaises se déclarent féministes, plus 11 points en 4 ans quand même, c'est plutôt positif, mais seulement 43% considèrent que la France en a déjà, je cite, assez fait pour la parité. 33% des femmes considèrent qu'on en demande trop aux hommes et s'alignent ainsi avec 45% des hommes. Alors, oui, les violences systémiques et l'inégalité ont été prouvées. Ce sont des faits irréfutables. Les marques de domination masculine et du patriarcat sont à mes yeux, tout comme l'est le réchauffement climatique, indéniables. Seulement, il semble que ces faits, ces rapports et ces constats n'ont pas du tout fini de convaincre la majorité de la population. Et c'est aussi pour ça que Lucie et Claire mêlent carrément politique et thérapie. D'ailleurs, pour Lucie, être thérapeute, c'est carrément le prolongement de son engagement féministe. Comment dissocier les deux ? Être sexologue aujourd'hui, c'est un parcours professionnel et militant parce que effectivement, dans les années 2010, j'ai milité avec beaucoup de ferveur à Oser le féminisme. Quand c'était la création d'Oser le féminisme, on avait créé des campagnes de communication, par exemple sur Oser le clito, avec des pochoirs sur tous les trottoirs de Paris et de d'autres villes en France. Où honte, la viol doit changer de camp. Des campagnes comme ça qui étaient très intéressantes. Et ensuite, j'étais responsable de la prévention à Solidarité Sida. Donc, on menait beaucoup d'actions auprès des jeunes adolescents et des jeunes adultes sur la thématique de la santé sexuelle. Donc, c'était aussi bien sur le plaisir, parce que c'est important de parler de ça aussi aux adolescents. Et adolescentes, et pas seulement des risques liés aux IST, la contraception. Et donc, on parlait déjà beaucoup de consentement à ce moment-là. Et donc, pour moi, être devenue sexologue, c'est la continuité de mes actions militantes, de mes postes professionnels. Ce n'est pas, pour moi, une réorientation. Pour moi, c'est assez naturellement que, effectivement, j'ai suivi des formations pour acquérir la compétence de thérapeute, mais sur la thématique de la sexualité, de l'accord des désirs, je la pratiquais déjà depuis longtemps. Et ça, c'est très important. Par exemple, également, si on va sur la thématique des violences sexuelles, qui est un peu ma spécialité, et que de toute façon, tout sexologue retrouve beaucoup dans sa pratique clinique, c'est important d'expliquer les conséquences du psychotrauma aux personnes, d'expliquer que c'est le vécu de beaucoup de femmes, et ça permet d'expliquer, ces explications sociales permettent aussi beaucoup de déculpabiliser la personne. Donc, ça a un rôle politique et thérapeutique assez fort. Enfin, être thérapeute féministe, selon moi, c'est aussi la volonté de politiser des approches thérapeutiques en prenant en compte l'environnement sociétal dans lequel évolue la personne et non plus seulement sa dimension individuelle. Tout le monde a l'air plutôt d'accord sur la prise en compte de l'environnement dans lequel les personnes qui les consultent évoluent
et que cet environnement inclut de fait des discriminations faites aux femmes. Cette idée m'aide énormément, c'est, je trouve, une très très bonne réponse à ma question, dans l'analyse et dans la réflexion sur le sujet, car dans ma pratique, je m'applique à faire une scission très claire, bien que certainement malmenée par certains épisodes de Basium, mais entre ma vie privée et ma vie de thérapeute. L'idée que mon féminisme ne relèverait pas de ma vie privée, mais serait simplement une prise en compte éclairée de mon environnement, c'est une idée qui me plaît plutôt. Ce qui me trotte dans la tête aussi lorsqu'on parle de féminisme et de thérapie, c'est ce biais presque inversé, je dirais, à l'égard de certains hommes notamment, et là, c'est le bras de fer. Je suis pas misandre, j'ai même un ami homme. Comment faire quand on se retrouve face à une personne qui rejette carrément ces notions féministes et égalitaires? À cela, Lucie et Claire me répondent que de par l'affichage de leur engagement, ça leur arrive assez peu. En fait, déjà, ça arrive assez peu, puisque comme je prends le temps de me décrire sur mon site internet et également en début de suivi, les gens sont assez clairs dans le cadre dans lequel ils se situent et sur mes idées. Et ensuite, évidemment, je peux accueillir cette parole. Et après, ça dépend de ce qu'il en est. Je pense parfois à des valeurs, effectivement, par exemple, qui sont très différentes dans le cadre de thérapie de couple. Et je me rends compte à quel point, effectivement, c'est assez problématique quand on a des valeurs et des visions du monde si différentes au sein d'un couple, et on essaye de discuter de tout cela. Je parle souvent des valeurs, effectivement, en thérapie d'ailleurs. Et à l'inverse, cela peut mettre carrément fin au travail thérapeutique. Pour être tout à fait honnête, je me rends bien compte que j'attire quand même beaucoup de gens qui se reconnaissent dans mon engagement. Le fait que mon engagement soit militant et public fait que je me retrouve assez rarement, en pratique en tout cas, dans mon cabinet ou à l'hôpital, face à des personnes qui réagissent de manière opposée à ce que je vais pouvoir proposer comme espace de réflexion en tout cas. Mais ça arrive quand même parfois, donc les rares fois où ça arrive, et puis ça peut arriver dans d'autres contextes, effectivement, de prise de parole un peu plus publique, à des conférences ou autres, mais voilà, quand ça arrive, moi, j'ai une manière généralement assez tranquille de réagir à ça, c'est-à-dire que sans prétention aucune, je vais jauger la possibilité de discuter et d'échanger. Je ne vais pas me mettre en colère, je ne vais pas m'énerver, mais je vais voir un petit peu si, déjà en reformulant un petit peu mes propos aussi, parfois en les reformulant, je sais pas que j'atténue, mais voilà, je mets d'autres intentions quand même, non pas sur le fond mais un peu sur la forme, qui fait que ça me permet de voir si nous pouvons discuter. Si on le peut pas, eh bien gentiment on considère peut-être d'un commun accord qu'on peut s'arrêter là, ou moi je me positionne en disant que je suis pas sûre d'être la bonne personne que l'autre personne en face recherche éventuellement pour travailler. Pour Pierre, les personnes qui sont présentes en thérapie sont dans une dynamique de changement, dans une dynamique de remise en question, et donc c'est très rare, voire ça n'arrive pas d'avoir des personnes qui sont directement en opposition. Alors, j'ai pas souvent eu l'occasion d'avoir quelqu'un qui a une affirmation contraire à mes valeurs, parce que la plupart des gens qui viennent en thérapie, de mon côté, ce sont des personnes qui se remettent en question, qui se posent des questions. Et donc, naturellement, quelqu'un qui va avoir un peu ce système-là va souvent aussi être en questionnement et en intérêt par rapport au bien-être des autres, aussi comprendre un peu ce qui l'entoure. C'est vrai que les personnes qui auraient des valeurs vraiment contraires aux miennes sont tout simplement des personnes qui n'iraient pas consulter. Ce sont des personnes qui resteraient très certainement dans leurs propres croyances, dans leur propre rigidité. Et donc, j'ai cette chance de pas souvent croiser cette situation. Mais par contre, les fois où c'est arrivé, on peut tout simplement en discuter, voir un petit peu si on peut bouger les lignes. Parfois, ça peut arriver que la personne me donne une vision aussi de sa pensée qui peut moi aussi me faire bouger un peu. Ça reste un échange humain avant tout. Donc, du coup, il y a vraiment la place aussi pour ce genre de petits débats. Mais après, comme l'idée, c'est avant tout se focaliser sur le bien-être et l'exposition de la personne à ces troubles, ces choses-là, c'est rare qu'il y ait des moments où on ait des grosses confrontations comme ça.
Mais voilà, c'est jamais arrivé que je me retrouve à devoir réorienter une personne parce qu'elle avait dit des choses vraiment graves. Par contre, je sais que j'ai déjà eu des patients et patientes qui m'ont parlé de leur psy qui avait tenu des propos transphobes et que ça avait vraiment cassé l'alliance, que la personne était obligée de s'en aller parce que cette personne-là n'était pas concernée, n'était pas une personne trans, mais d'entendre sa psy verbaliser des choses aussi graves, bah, du coup, ça l'avait complètement refroidi. Donc voilà, ça peut peut-être aussi arriver dans l'autre sens, le fait que parfois justement on dénonce le patriarcat, on dénonce toutes ces choses-là, peut-être que parfois il y a peut-être des personnes qui sont freinées par ça peut. De son côté, Camille considère que ce biais est bien présent et met un travail spécifique sur sa posture. Ce qui peut paraître des fois paradoxal, ce qu'on n'imagine pas tout de suite quand on pense à cette posture féministe où les gens ont tendance à penser que du coup on va être que du côté des femmes. Pour ma part, c'est pas du tout le cas. J'essaie vraiment justement de me mettre dans les chaussures des personnes que j'ai, que ce soit femmes, hommes, etc. Et pareil, au début de ma carrière, quand il y avait par exemple des écarts de désir, et là c'était plus particulièrement des femmes qui avaient moins de désir, j'avais souvent beaucoup plus d'empathie pour elles, je prenais plus en compte leurs souffrances et peut-être moins celles des hommes. Et j'ai très rapidement changé ça pour vraiment prendre en compte en fait la souffrance des deux personnes, de pas essayer d'en valoriser plus une qu'une autre, et de vraiment prendre en compte en fait finalement tous les scénarios possibles, tout ce qui peut se passer, d'essayer d'avoir une compréhension de tout ça avant d'en faire une projection ou des hypothèses toutes bâclées. Et donc ça me demande aussi d'être mettre de l'attention vraiment pour justement me dire est-ce que là je suis vraiment juste dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans mes questionnements, ou est-ce que de par des fois la vision féministe ou ma posture en tant que femme, je ne crée pas une alliance supplémentaire avec une autre femme. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'y penser régulièrement dans les séances ou en débriefing des séances. Et ça, je trouve que c'est chouette de le faire. C'est important de se questionner là-dessus dans nos pratiques. Équilibre dans les alliances, justesse, respect et humanité, c'est peut-être simplement ça que je cherche au fond. Peut-être que ma question de départ n'était pas la bonne. Peut-être que la question de que faire de mon engagement féministe en tant que thérapeute est un peu à côté de la plaque, car c'est pas une casquette que je pourrais enlever quand je rentre en séance ou au contraire mettre en valeur. Je pense que j'ai mal considéré la question. Je me suis rendu compte, avec tout le travail qui m'a demandé cet épisode, que le féminisme, c'est une vision du monde. Et j'irai même plus loin en disant que c'est un engagement qui fait partie de mon identité en tant que femme. Je veux être reconnue. Je ne supporte pas qu'un homme ait plus de droits, plus de respect, plus de gâteaux parce qu'il est homme. Et je dirais aussi parce qu'il est blanc, hétéro, valide, cisgenre, mince ou jeune. Je rejoins Claire et Lucie sur la question de l'intersectionnalité. Je pense aussi que la question à laquelle j'ai répondu partiellement aujourd'hui est celle du mot que je mets sur cet engagement, sur cette identité. Est-ce que je dois m'annoncer féministe sans qu'on me pose la question ? Je ne pense pas forcément. Ce n'est pas un secret et j'y répondrai si un doute subsiste ou si on me le demande, mais j'aurais trop peur que ce féminisme soit démagogique. Je ne voudrais pas qu'il soit perçu comme de la bien-pensance. J'irais même jusqu'à boucler avec le début de l'épisode de la bien-pensance urbaine. Pour ma part, j'ai l'immense chance d'accompagner des femmes et des hommes de géographie et de milieux sociaux très divers. Et je pense que ce serait me bander les yeux que d'ignorer le son que le mot féminisme peut parfois faire résonner à certaines oreilles. Le son CNews, le son BFM TV, etc. En revanche, je pense que cet épisode m'a permis de reconsidérer cet engagement, non pas comme une activité ou une caractéristique, mais comme une véritable identité qui guide mes choix, mon mode de vie, mes amitiés, mes relations, mes lectures, et peut-être même au fond, cette vocation de thérapeute, notamment en sexologie. Au-delà d'une identité, n'oublions pas la raison d'être du féminisme, c'est-à-dire les inégalités et les violences qu'engendre le système patriarcal. Pierre va plus loin en exprimant le fait que, selon lui, principalement, le patriarcat est peut-être la première cause de psychopathologie en France. Pam.
Si Margot était là, elle dirait que c'est une vraie bombe. D'ailleurs, je suis à peu près 100% sûre qu'elle va reprendre cette phrase. C'est vrai que lorsque je l'ai entendue pour la première fois, elle m'a assied, cette phrase, et je pense qu'il a sans doute raison. Je pense que c'est important, en effet, de le prendre en compte dans ce fameux tableau, dans cette fameuse compréhension, finalement, du contexte et de l'environnement dans lequel on évolue. Je pense aussi, pour conclure, que ce féminisme, ou du moins cette prise en compte de l'environnement et de l'impact des violences et des inégalités systémiques, engage chacun et chacune à son niveau les personnes qui travaillent en santé sexuelle. Et on le voit bien, notre métier aujourd'hui va bien au-delà de ce qui se passe dans les 4 murs du cabinet. Je pense à tous ces comptes sur les réseaux sociaux qui font de la pédagogie. Je pense à tous ces livres écrits, à tous ces engagements pour l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école. Je pense à tous ces podcasts, à ces assos, à ces guides, à tous ces articles, à ces vidéos, ces conférences. Je pense à Camille, je pense à June, à Charline, à Jordi, Margot, à Gabrielle, Gwen, Marine, Emma, Clémence, Erika, Aïcha, Laura, Estelle, Pierre, Céline. Je pense à Paola, à Katia, Tristan, Virginie, Léa, Charlotte, Lou, Martin, Lauriane, Laurane, Capucine. Je pense à Myriam, Amal, Alexis, Alexandre. Je pense à Maya, à Émilie, à Laurie, à Sandrine, Élie, Manon, Marion, Jamal, Anna, Morgane, Christelle et tant d'autres. Je pense en fait à tout ce travail immense et pour la plupart du temps gratuit, mis en œuvre par les sexologues, sexothérapeutes et toutes les personnes qui s'engagent pour le bien-être sexuel. Gratuit en termes d'argent peut-être, extrêmement riche en termes d'engagement. Alors peut-être que finalement ce féminisme fait tout simplement partie de nous. Notre épisode touche à sa fin. Et que dire si ce n'est merci. Merci, merci, merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée. Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous. Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles conversations croisées.